L'API est présidée par M. Ibrahima Noureddine Diagne, qui est l'administrateur général de Guindé 2000. Et il est vrai, M. Diagne, que vous êtes quelqu'un de passionné par le domaine du numérique depuis plus de 24 ans, avec un accent tout particulier sur le commerce extérieur, la dématérialisation et la facilitation des échanges. Vous avez été un expert auprès des Nations Unies et il est donc tout naturel aujourd'hui que vous soyez le président de l'African Performance Institute, un groupe de réflexion et d'animation panafricain qui est destiné à la promotion du numérique. Pouvez-vous nous en dire plus au sujet de l'ambition de ce groupe et préciser dans quelle logique cette animation s'inscrit? Merci beaucoup, Léocadie, de me donner la parole et de me permettre de remercier d'abord nos prestigieux invités pour ce forum, cette discussion qui porte sur un sujet d'une très grande importance. Je vais rapidement donc vous dire ce qu'est l'African Performance Institute. C'est un groupe de réflexion qui a été mis en place en 2017 et qui a pour vocation de traiter la question digitale toujours avec un regard sur comment la valeur peut être endogène à l'Afrique à chaque fois que le digital est utilisé, que ce soit à l'échelle du gouvernement, des entreprises ou simplement au niveau de la vie de tous les jours. Donc, c'est ça le but et nous avons organisé plusieurs manifestations au Sénégal. Cette année, le contexte de la crise du Covid nous a conduit à faire ce format international et je suis très honoré que nous ayons des panélistes aussi prestigieux qui vont sans doute donner de la hauteur à la discussion que nous allons avoir. Je tiens également à remercier de tout cœur ISOC qui a permis à travers sa plateforme Zoom et l'interprétation de rendre cette conférence possible et de façon interactive. Alors, je ne peux pas terminer sans vous remercier, Léocadie, vous-même, d'avoir accepté donc de modérer cette table ronde de haut niveau. Et ça a été spontané dès lors que je vous ai sollicité pour cela. Vous êtes habitué, bien entendu, à le faire. Vous accompagnez des décideurs, en fait, dans le coaching sur le leadership. Et vous êtes bien connu sur la place parisienne où vous êtes. Et j'ai eu l'occasion de découvrir tous vos talents à travers des séminaires de haut niveau auxquels j'ai pris part. Donc, c'est aussi un honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui comme modératrice. Voilà tout ce que je pouvais dire à titre d'introduction. Je dois également saluer son Excellence Madame Amira El Fadli de l'Union africaine, qui a été mandatée par le président de la Commission, qui a eu la bienveillance de répondre à notre invitation en nous indiquant son indisponibilité, mais en nous mettant en relation avec donc, le commissaire, Madame Amira Al-Fadi. Nous sommes très honorés, Votre Excellence, de vous avoir aujourd'hui dans ce panel. Je vais aussi me rapprocher du commissaire aux affaires sociales à l'Union africaine, justement, pour avoir son regard, son retour sur la manière dont le Covid les a impactés, en même temps, quel genre de mesures ont pu être mises en place comme premier élément de réponse lorsque la pandémie s'est présentée. Bonjour et bienvenue, madame. Thank you very much, and I would like to thank the African Performance Institute for inviting the African Union Commission. I will be speaking on behalf of the chairperson of the African Union Commission, His Excellency Moussa Faki. Je parle au nom de son Excellence, Monsieur Faki Mahamat. Je voudrais commencer par remercier tous les membres du panel et tous les participants de ce webinaire au nom de son Excellence, le commissaire de l'Union africaine. Son Excellence, Monsieur Moussa Faki, aurait aimé être avec vous ce matin dans cette importante webinaire. Malheureusement, il est très occupé, comme vous pouvez le deviner. En plus du COVID-19, il y a des questions politiques avec lesquelles il est occupé. Donc, je présente ses excuses. Au fil des décennies, les pays sont en train de faire une transition et sont de plus en plus connectés. Que ce soit les applications comme Uber ou les applications de transfert de fonds,
on va continuer à utiliser le numérique dans nos vies quotidiennes. Et j'ai lu dans la note conceptuelle des informations, c'est le sujet de notre webinaire, avoir une information numérique et des connaissances numériques en Afrique. Donc, j'apprécie vraiment ce travail qui est fait par l'API. Je vais me rapprocher de M. Ibrahima Kane, qui vous êtes directeur général de la compagnie nationale sénégalaise, justement Air Sénégal. Ce serait intéressant d'avoir votre avis, votre vision justement sur les impacts que cette pandémie a eu, notamment sur cette population qui est très active et qui est fer de lance au niveau du continent. Merci beaucoup et merci à vous et à M. Diagne d'avoir bien voulu organiser ce webinaire, et je tiens aussi à remercier, à dire bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, cette pandémie a été, comme on disait souvent entre nous, d'une manière avec un certain humour un peu noir, dans la file des personnes et des entités impactées, les compagnies aériennes sont au premier rang. Je ne vais pas revenir sur le chiffre de l'impact. M. Dia a déjà évoqué les 97% d'arrêt du trafic aérien au niveau de Dakar. C'est déjà assez impressionnant. Notre secteur va être soumis à rude épreuve. Tout le monde ne va pas survivre. Des compagnies ont déjà déposé le bilan. Et il y aura des compagnies qui vont être résilientes, donc c'est ce que nous sommes en train de faire, et qui vont traverser la crise. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que le secteur lui-même va traverser la crise. Le secteur de l'aérien, qui est vraiment le premier impacté, est un secteur très jeune. Le premier vol commercial a eu lieu il y a exactement 106 ans. Entre-temps, l'aérien a appris à traverser et à gérer le risque principalement, que ce soit les risques météorologiques, les risques terroristes, que ce soit tout autre risque. Et l'aérien a été le premier secteur à rendre obligatoire et à renforcer le côté communication, la gestion des données, le transfert de données entre aéroports pour annoncer l'arrivée des avions, le nombre de passagers, la nature des biens et personnes. Et l'information est au cœur de notre activité. Je vais me rapprocher du directeur général de Smart Africa, M. Lassina Koné. Je vais également interpeller M. David Bekele de la société ISOC et M. Ibrahima Noureddine pour qu'on puisse avoir des éléments de réponse très concrets. Avant la crise, ou en tout cas avant la pandémie, le numérique avait déjà commencé à avoir des lettres de noblesse qui se développaient dans différents pays du continent. Certaines actions étaient posées sur cette base-là. La question, c'est de savoir aujourd'hui, dans le creux de cette crise-là, qu'est-ce qui peut être proposé et comment vous, qui êtes des habitués de ces voyages d'affaires, de ces déplacements, qu'est-ce que vous avez mis en place et comment vous vous organisez à titre individuel? Je vais laisser la parole à M. Lassina Koné. Merci beaucoup de m'avoir, les organisateurs. Je ne reviendrai pas sur la situation actuelle, tout le monde le sait. Par exemple, suite à la pandémie Covid-19, de nombreuses activités, bien sûr, ont changé. Tout le monde sait, tout a été dit déjà. Surtout quand on regarde, je dois souligner qu'en mois de mai, la Commission économique des Nations Unies, qui est ICA, qui est basée en Éthiopie, avait estimé que le continent pourrait perdre jusqu'à 65,7 milliards de dollars, qui est pratiquement 2,5% du PIB annuel du continent, pour chaque mois de voyage. Et on a vu aussi les impacts au Nigeria, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et tout ça. Donc, face à la pression économique, les pays africains ont commencé à simplifier le confinement et le couvre-feu afin de rouvrir l'économie.
Il est important de noter que avant la Covid, bien sûr, les pays africains étaient sur une très bonne trajectoire. Smart Africa, en tant que l'organisation panafricaine qui compte 30 pays, pour transformer l'Afrique en un marché numérique unique. Les indices, tout était ouvert. Et pendant le Covid, ça montre beaucoup plus la nécessité. Moi, je dirais que c'est, comme je le dis souvent en anglais, le Covid s'appelle an unfortunate fortune, c'est-à-dire c'est une fortune unfortunate. C'est-à-dire, le moment est arrivé pour accélérer la transformation numérique de nos pays. Mais face à cette situation de Covid, il faut dire quelque chose. Il faut dire que les impacts sont énormes. Hein. Par exemple, les réunions d'affaires sont limitées à quelques participants et les bureaux sont limités de 50 au Rwanda, c'est 50% pour le secteur privé, 30% pour les agences de l'État. Les écoles sont toujours fermées. Ils font simplement l'enseignement en ligne. J'ai même vu dans mon propre pays, qui est la Côte d'Ivoire, l'enseignement en ligne qui est revenu jusqu'à l'enseignement à la télévision qui date certainement de 3-4 générations du temps de ma et de nombreuses activités. Face à tout cela, moi je pense qu'il y a quelques défis. On était en train d'avancer, on avance toujours sur les trajectoires numériques et Covid, la pandémie tombe. Et les autorités de la santé, comme Madame la commissaire vient de le dire, elle a bien dit que les ministres de la Santé et les ministres des Finances et les ministres des Transports ont été conviés à plusieurs réunions pour trouver, parce qu'on voit un problème socio-économique sanitaire, mais on n'a jamais vraiment associé la technologie. Donc moi, je trouve que le premier défi qu'on a, c'est la gouvernance de la gestion de la crise. Parce que notre constat au niveau de Smart Africa est que les acteurs actuels pour la gestion de la crise ne sont pas du tout inclusifs. La gestion de la crise dans la majorité de nos pays est toujours limitée à la santé, finance et le transport, tout en laissant pour compte que la technologie peut apporter beaucoup de solutions pour faciliter. Notamment, traçage des contacts. Malgré tous les efforts déployés aujourd'hui dans d'autres pays, la propagation de la maladie est principalement due à une recherche, à un traçage des contacts inefficace et à des mesures de lutte antivirus inefficaces. Au moment où un cas positif est identifié, la personne a été en contact avec des personnes et des nombreux de Covid positifs, continue à propager la maladie. Comment est-ce qu'il peut faire le traçage? Je connais certains pays, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, ils ont mobilisé 60 000 personnes pour juste l'activité de traçage. Il y a un coût. Aussi, le coût du kit de test COVID-19, qui s'élève à environ $50 par kit, dépendant de quel pays où tu te trouves. Je sais qu'il y a des pays africains où ça monte jusqu'à $100-150. Les tests de masse sont appliqués dans de nombreux pays, mais le taux de positif de COVID est très faible par rapport au nombre de tests effectués, ce qui entraîne beaucoup de pertes de ressources. Ça, c'est en réalité. Dans un pays africain, par exemple, environ 5 000 tests de COVID sont effectués quotidiennement et le cas de positif est inférieur à 1%. Cela signifie que 4 950 kits de tests sont gaspillés quotidiennement, ce qui traduit à pratiquement 24, on parle de $247 000, parce que $50 multiplié par 4 000, c'est une grande perte. Donc, environ $250 000 sont gaspillés par jour, ce qui signifie 1 750 000 sont dépensés chaque semaine en kit de tests qui pourraient être économisés ou alors utilisés. Je m'arrête là parce que je sais que je m'arrête là, je peux certainement continuer, mais je pense la conclusion que j'ai faite, la gestion de la crise est vue comme une crise sanitaire, financière, transport, mais pourtant la technologie est la solution. Donc, Monsieur Koné, donc sur l'information clé, c'est de dire que dans le cadre de cette crise-là, ça a permis à des acteurs qui ont l'habitude de travailler en silo, chacun dans leur domaine,
dans la santé, dans les finances, dans les transports et de trouver des solutions propres. Ça les oblige à sortir de ce réflexe naturel pour réintégrer la technologie comme colonne vertébrale de la réflexion et de permettre justement de co-construire quelque chose. Et en tenant compte justement de co-construire quelque chose avec un langage commun pour sortir de la pandémie et trouver des solutions qui soient actuelles et donc durables. Donc, je vais me rapprocher de Monsieur Dawit Bekele, puisque vous êtes vraiment aguerri à ces éléments de technologie, vous vous déplacez beaucoup par rapport à votre fonction, donc vous êtes aussi impacté. Et la question, ça va être de savoir de votre côté, on a évoqué les éléments de traçage, le coût des tests, comment selon vous, cette technologie-là, ce numérique, pourrait être un levier justement pour faire avancer les choses au sein de cette crise? Merci Léocadie. Excellence Madame la Commissaire, chers panélistes, chers participants, c'est un plaisir pour Internet Society de travailler avec API sur ce sujet très important et d'actualité. Comme vous le savez peut-être, Internet Society est une organisation non gouvernementale créée par des pionniers de l'Internet pour s'assurer qu'on a un Internet ouvert, globalement connecté et fiable pour tout le monde. Donc, pour un peu revenir à votre question, comme vous aviez mentionné, nous voyageons beaucoup, personnellement, ainsi que avec tous mes collègues, et nous constatons qu'il y a un grand nombre de problèmes pour la mobilité en Afrique. Vous l'aviez mentionné, il y a très peu de routes terrestres ou aériennes. Le coût est élevé, en fait, en Afrique. Par exemple, pour moi, qui suis à Addis Abeba, ça coûte moins cher d'aller à Washington plutôt qu'à Dakar. Et les obligations de visa, surtout pour les Africains, sont assez complexes. Et obtenir un visa, c'est aussi compliqué parce qu'il n'y a pas d'ambassade ou de consulat partout. Et bien sûr, même dans le pays, l'obtention d'un passeport, quelquefois, peut prendre quelques mois. Covid-19 a compliqué encore la situation. Comme vous l'aviez dit, les vols se sont raréfiés, les consulats ont été fermés et quelques pays sont presque inaccessibles. J'ai essayé de voir, par exemple, comment je pourrais partir à Dakar aujourd'hui et c'est très difficile parce que le vol direct qui existait il y a quelques mois n'existe plus. Donc, peut-être il faut passer par Paris ou quelque chose comme ça. Donc, ça va être très, très, très dur. Et en plus, il y a des exigences sanitaires. Il faut avoir un certificat de test COVID et il faut s'assurer que ça sera un certificat qui sera accepté à l'arrivée, accepté par la compagnie aérienne. Donc, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on n'est pas dans le transport, donc je ne peux pas vraiment parler de ce qu'on a fait pour ce problème, mais je peux parler de ce qu'on a fait au niveau de notre organisation. Tout d'abord, on a arrêté tout voyage professionnel. Nous avons changé tous nos programmes, toutes nos activités pour qu'elles soient en ligne. Ça a été relativement facile parce que nous, on était habitués à travailler en ligne. Donc, c'était vraiment de petits changements. Et ça a été rendu facile parce que beaucoup de gens qui refusaient de travailler en ligne ont commencé à travailler en ligne. Donc, en fait, on travaille autant, peut-être plus qu'avant la pandémie. Donc, quelquefois, je dis qu'on est peut-être l'organisation qui a été la moins impactée. Tout à l'heure, le directeur de Air Sénégal disait qu'ils ont été les plus impactés. Nous, on a été presque les bénéficiaires de cette pandémie. Oui, parce que vous avez mis en place des nouvelles façons de travailler. J'ai justement la question d'un auditeur qui vient d'arriver, qui pose la question de savoir est-ce que c'est le moment d'avoir une vraie réflexion très concrète
en passant à l'action, en créant des plateformes communes justement qui permettent des transferts d'informations, des modalités pour mieux travailler ensemble à distance et pas simplement se cantonner au télétravail classique tel qu'il existait avant la pandémie. Tout à fait. Je pense que M. Koné l'a aussi dit. C'est vrai que cette pandémie a beaucoup de côtés graves, tristes, mais c'est aussi, ça nous ouvre les yeux. C'est peut-être un réveil, surtout pour l'économie digitale, surtout en Afrique, où il y a quelques pays, beaucoup de pays même, qui ont négligé ce que ça pouvait apporter. Donc, par exemple, maintenant, heureusement qu'on a Internet. Sinon, cette réunion ne pouvait pas avoir lieu. Heureusement qu'on a Internet. Sinon, beaucoup d'étudiants ne pouvaient pas aller à l'école. Donc, je pense que les réticences qui existaient au niveau de l'Internet vont, en tout cas, diminuer après la pandémie. Très bien, monsieur Bekele. Je vais me rapprocher de monsieur Noureddine, justement, Diane, pour avoir aussi sa vision, sa perception sur cette question-là, puisqu'effectivement, on change de paradigme, hein, et puis le numérique devient cette colonne vertébrale, devient apporteuse de solutions très concrètes, permet justement à cette clientèle d'affaires de se réorganiser dans ses modes de gestion d'affaires, et en même temps, de façon concrète, comment est-ce qu'on peut avancer, comment le numérique peut être un soutien, un levier justement pour apporter des solutions pragmatiques à la réflexion des acteurs qui sont actuellement sur le marché. Merci. Et je pense que mes prédécesseurs ont ressorti des points essentiels par rapport à l'enjeu même de la mobilité des Africains à l'intérieur du continent. Je partirai d'abord de l'Union africaine qui a mis en place le passeport africain. Et certains pays comme le Rwanda, où se trouve le siège de Smart Africa, ont permis à tout Africain de pouvoir voyager vers le Rwanda sans visa ou avec un visa à l'arrivée. Je pense qu'un pays comme le Bénin a fait la même chose. Donc, avant cette crise, l'Afrique était dans une logique de construction d'une intégration forte. Il y a également la zone continentale de libre-échange qui était un chantier qui a été plus ou moins retardé par la pandémie. Et cette pandémie-là a finalement constitué un frein quelque part, un obstacle à ces constructions parce qu'on n'envisageait pas les choses à distance. Et les technologies, comme l'a dit l'ancien Akone, donc DG de Smart Africa, ont un rôle aujourd'hui capital à jouer. Parce qu'on se rend compte que partout où il y a eu continuité d'activité, cette continuité a reposé totalement ou partiellement sur le numérique et le digital. Donc, les questions que les Africains doivent se poser à ce stade, c'est quel contrôle ils doivent avoir eux-mêmes sur ce digital. Parce que ce digital, quelque part, a constitué un rempart pour permettre la continuité d'activité économique. Ça, c'est un point, je pense, qu'il est important de creuser. Ensuite, sur le secteur du transport aérien, si je ne me trompe pas, et M. Khan me démentira au besoin, le continent africain était celui qui connaissait le taux de croissance le plus élevé. Et donc, du coup, la concurrence était de plus en plus intense et donc les coûts étaient de plus en plus abordables. Franchement, il y a 20 ans, quand je prenais l'avion sur des liaisons interafricaines, 90% des passagers voyageaient pour des raisons familiales. Aujourd'hui, lorsqu'on entre dans un avion pour des liaisons africaines, on a le sentiment qu'au moins 70% des passagers voyagent pour des raisons professionnelles. Donc, il y a eu un changement en termes de recherche d'opportunités des Africains sur leur propre continent. Et donc, pour revenir concrètement sur cette crise et ses implications en matière de santé, l'Afrique peut innover. Et c'est le sens de ce webinaire. C'est vrai qu'on n'arrivera pas, même si j'ai bien entendu ce qu'a dit le DG d'Air Sénégal, que le secteur aérien est quand même un secteur assez exceptionnel avec le secteur financier. C'est deux secteurs qui, en termes d'échange de données, sont allés vraiment au plus loin. Peu de gens se sont rendus compte du changement du billet papier au billet électronique. Et ça s'est fait sans problème. Et c'est une dématérialisation intégrale. Le secteur financier, j'en parle pas, c'est toujours un secteur qui est à la pointe de l'innovation sur les échanges de données. Mais le secteur sanitaire, voilà un nouvel enjeu. Ce n'était pas un enjeu prioritaire dans le voyage. C'était la sécurité
c'était les questions d'immigration, des questions de terrorisme. La santé, c'était un enjeu accessoire. D'ailleurs, il n'y a que dans les pays africains où on vous interpelle pour votre carnet de vaccination. En Europe, on ne vous le demande plus, en Amérique, partout ailleurs. Et aujourd'hui, c'est redevenu quelque chose de prioritaire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en Afrique, puisque aujourd'hui, on a les capacités de construire sur le plan technologique des initiatives, c'était de porter justement ce genre d'initiative sur un passeport numérique santé africain qui va prendre toutes les contraintes et qui va intégrer les laboratoires agréés ou pas agréés, mais surtout qui va préparer l'Afrique à la prochaine crise. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, une crise sanitaire à portée internationale, c'est possible, parce qu'on n'avait jamais vu ça de notre génération et même des générations antérieures. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que n'importe quelle maladie qui naît de n'importe quel endroit du monde aura pour vocation à contaminer tout le monde. Donc, c'est un sujet sur lequel nous devons réfléchir et nous devons construire quelque chose qui convient à notre continent et qui soit interopérable avec ce qui se ferait ailleurs dans le monde. Donc, c'est un peu le sens de mon intervention par rapport à cette question. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments. Et c'est vrai qu'il y a un grand paradoxe, puisque l'Afrique a lancé quand même des... nous avons les résultats du sondage. Donc, c'est vrai, la question initiale était de savoir, dans le contexte actuel, à qui pensez-vous qu'incombe la mission d'apporter des solutions concrètes? 67% de nos auditeurs pensent que ça revient aux États, au gouvernement, 12% aux institutions, 18% aux acteurs privés, éventuellement 3% aux associations. En synthèse, par rapport à ce que vous avez évoqué les uns les autres, il y aurait un mix entre l'État, le gouvernement et les acteurs privés, ce qui permettrait effectivement de passer ce cap-là, à condition que chacun de ces acteurs fasse une démarche de réflexion individuelle sur sa manière de collaborer avec les autres acteurs du marché et de trouver des alliances qui soient probantes. Merci pour ce retour. Donc, j'évoquais avant la transition sur la dernière question qu'on vit également un paradoxe avec cette période, puisqu'il y a deux gros chantiers qui ont été lancés. Le premier, qui est l'accord ZLECA, qui devait permettre à l'économie africaine de réaliser une croissance d'environ 3,9% en 2020. Le second, c'est le projet qui est porté justement par l'Union africaine pour la création de ce commerce intra-Afrique. Et on se retrouve avec ces deux impératifs à gérer et un terrain qui finalement est peut-être moins proactif et moins porteur de solutions que ce qui aurait été attendu. Est-ce que vous pensez qu'avec ce passeport numérique, justement en rassemblant ces données avec les éléments de traçage, avec les éléments de suivi justement de ces différents passagers. Alors, on va peut-être commencer par regarder les voyageurs d'affaires, puisque ça va être eux la force et la valeur ajoutée. Mais il n'y a pas que, il y a également les personnes de la diaspora qui ramènent et qui développent des activités connexes. Est-ce que vous pensez que ce passeport numérique peut être une solution concrète, pérenne? Et comment vous imaginez qu'elle puisse se développer? Donc, je vais me rapprocher de M. Koné pour avoir sa vision, la vision de Smart Africa sur ce thème, et également de notre commissaire, justement pour avoir la connexion avec la santé, pour voir de quelle manière cette solution pourrait être probante. Merci beaucoup. Un passeport de santé numérique, c'est une initiative qui a été récemment proposée par l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, comme solution qui devrait garantir la sécurité des futurs voyageurs, des futurs voyages touristiques. Mais les touristes devront télécharger l'application, ce qu'on appelle HI plus carte, sur leur smartphone. Je dis bien smartphone, et la question va revenir là. Sur leur smartphone, avec un profil numérique, seule une entité sanitaire accréditée par le ministère de la Santé pourrait télécharger les informations médicales au niveau du passager. Les informations stockées aussi par cette application seront cryptées, sécurisées. Le porteur du passeport ne pourra pas modifier les informations à part le statut du voyage sur le COVID. L'application gardera d'autres informations sensibles sur la santé. Je reviens là-dessus. Très belle initiative, mais pas inclusive. Quand vous dites smartphone, ça veut dire les portables intelligents, n'est-ce pas? Pour vous donner un peu de statistiques, il y a pratiquement demi-milliard d'abonnés qui ont l'Internet avec les mobiles en Afrique. Non, pardon, demi-milliard d'abonnés de téléphonie. Et dans le demi-milliard qui fait 500 millions, il y a à peu près 200 millions qui n'ont que des téléphones features phones, qui ne sont pas des smartphones.
Donc, techniquement parlant, vous vous adressez à une population de pratiquement à peu près entre 280 et 300 millions sur 1 milliard. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, la protection des données personnelles. Ah oui. La protection des données personnelles sur ces smartphones qui auront les informations sanitaires des voyageurs. Combien de pays en Afrique sont signataires de la Convention de Malabo qui a été élaborée par l'Union africaine? Sur les 54-55 pays, nous n'avons que peut-être 12 pays signataires et 6 pays qui ont vraiment ratifié. Où allons-nous avec la protection des données personnelles? Donc, ça cause beaucoup de problèmes. En fait, beaucoup de challenges, je ne dirais pas problème. Pour le succès des passeports de santé, c'est lié à la croissance et à la pénétration et la hausse et l'adoption de téléphonie au niveau de l'Afrique. Au niveau du Smart Africa, qu'est-ce que nous proposons? Nous avons un challenge sur la connectivité, qui est le réseau. Entre parenthèses, tout le continent africain, pour vous donner un peu, il n'y a que 23% de la population qui a la connexion bande passante, grande bande passante. 48% de la population, on appelle ça usage gap, c'est-à-dire il y a la couverture, mais ce n'est pas abordable. Soit ils n'ont pas le téléphone smart pour accéder, alors soit ils n'ont pas, le prix est très haut. Il n'y a que 29% de la population africaine qui n'ont pas de couverture. Ce challenge, ça veut dire quoi par exemple? Il faut trouver une solution technologique dans le contexte africain. Et c'est à cela, depuis plus de 3 mois, au niveau de Smart Africa, nous avons commencé à réfléchir. Une solution qui n'a pas besoin d'énergie, une solution qui ne contient pas de GPS, pour dire la traçabilité, la localisation du patient, où est-ce qu'il se trouve, donc tu n'as pas les challenges des données personnelles. Une solution qui ne demande pas la connexion d'Internet. Oui. Et une solution à la longue qui sera beaucoup plus économique que les solutions aujourd'hui de la gestion de la crise sanitaire et pandémique est beaucoup plus avantageux. Et ça, je ne peux pas trop dévoiler, mais dans les 2 semaines à venir, vous allez certainement entendre la solution que Smart Africa est en train de présenter aux pays membres. Et toutes ces conditions dont j'ai dit, c'est réuni à cette solution. Et cette solution, malheureusement, j'ai bien lu le contexte, dire une solution gratuite. La réalité, rien n'est vraiment gratuit. Hein. Même quand on nous a dit les masques ne sont jamais gratuits. La solution ne sera pas gratuite. Mais la solution est beaucoup plus avantageuse que ce que les États font en ce moment. Investir dans les tests, le coût unitaire des tests est $16, mais le client final paye à peu près $50, mais c'est subventionné parce qu'il y a au moins une mobilisation autour des processus, des tests, donc qui fait que le coût de tests de COVID aujourd'hui, les PCR, ça revient à $100. Cette solution n'a rien à voir avec tout ça. Et ça va permettre seulement, on appelle ça Open Economy, avoir cette solution sur toi, avoir ton masque, alors ouvre ton économie et travaille. Parce que la plupart du temps, ne rêvons pas. COVID n'est pas venu pour partir. COVID est là pour rester. C'est à nous de s'adapter et vivre avec COVID jusqu'à ce qu'on trouve une solution. La question de souveraineté et en même temps sur la question de protection des données, j'ai toujours une attitude assez mesurée. Vous savez, lorsque vous voyagez, vous faites une demande de visa, vous allez dans une ambassade, ils vous prennent vos empreintes, ils vous demandent le nom de vos arrière-grands-parents, où est-ce que vous avez fait vos études. Tout ça, c'est des données personnelles. Vous donnez ça, pas à l'ambassade, hein, mais au centre de service qui le relaie à l'ambassade pour avoir votre visa. Donc, on n'est pas dans un monde aujourd'hui où l'internationalisation ou le voyage peut être compatible avec des fragmentations en matière de souveraineté et en matière de protection de données à caractère personnel. Il y aura toujours un enjeu. Bien sûr, vous serez obligatoirement consentant parce que sinon, vous n'avez pas le visa et vous avez besoin du visa pour voyager. C'est donc des éléments aujourd'hui sur lesquels on ne doit pas nous-mêmes mettre des freins très élevés. Il faudra toujours avoir une bonne balance entre c'est quoi qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd. Inversement aussi, hein, un Américain qui viendrait au Sénégal ferait sa demande de visa, on lui demandera aussi toutes ces questions et ça restera dans des serveurs sénégalais. Donc, pour moi, il faut aller vers une construction où ces enjeux-là, on va les traiter de façon assez opportuniste.
Parce que chaque pays les traite de façon opportuniste, ça veut dire dans le sens de ses intérêts. Aujourd'hui, le protectionnisme économique même se fait à travers ces questions. Vous avez suivi récemment TikTok avec les États-Unis, mais c'était inimaginable. Il y a quelques années qu'une entreprise, on lui donne 7 jours pour trouver un partenaire dans tel pays ou de disparaître. Est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent se passer en Afrique? Est-ce qu'on peut aujourd'hui prendre ce genre de décision pour protéger nos économies? Sans doute qu'on va y arriver parce qu'on est dans un monde, j'utilise le mot, de plus en plus décomplexé, où les gens attachent de moins en moins de valeur à ce qui réunit les nations en termes d'engagement. Alors, ce passeport numérique, j'entends bien ce que vient d'en dire M. Koné et qui est très, très sensé parce qu'il y a des limitations en effet. Mais nous sommes dans un contexte international. Alors, si nous faisons quelque chose qui est très africain, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous interagirons avec l'Asie, avec l'Europe ou avec le reste du monde? Donc, c'est également une couche supplémentaire, je pense, qu'il faut mettre en avant et se dire que également, bon, le billet électronique, de plus en plus, les gens l'auront sur un smartphone. Donc, les voyageurs sont peut-être des personnes qui ont un pouvoir d'achat qui les autorise peut-être à disposer d'un smartphone. Mais je pense que c'est une solution qu'il ne faut pas évacuer parce que ce qui va se passer, c'est ce qui se passe actuellement. C'est que vous allez faire un test au départ, un test à l'arrivée, un test au retour. Et puis voilà, vous ferez 3 ou 4 tests, ça vous coûtera $500 simplement parce qu'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'harmonisation entre les différents pays sur cette question-là. Donc moi, toujours sur les questions de souveraineté numérique et sur les questions de protection de données, je dis qu'il faut être opportuniste, les mettre en avant quand il faut se protéger et les ignorer lorsqu'on a beaucoup à gagner parce qu'en réalité, nous sommes dans un monde ouvert où de plus en plus, tout va se savoir et c'est les entreprises qui possèdent le pouvoir de l'information plus que les États de plus en plus. Donc, voilà ce que je peux donner comme contribution.